aujourd'hui, on va aborder la thématique des familles aidantes et notamment la question de comment préserver la fratrie. Alors, c'est vrai que quand il y a un sujet de handicap, de maladie ou de dépendance, tout le monde est touché d'une certaine manière parce qu'on est forcément dans des dynamiques systémiques. Aujourd'hui, on va traiter la question donc des jeunes aidants. Et sans plus tarder, Amaranta, je vais vous laisser présenter dans les grandes lignes ce que l'on entend par jeune aidant et aussi présenter l'association JAD. Merci beaucoup, Marguerite. Alors, je vois qu'il y a des gens qui continuent d'arriver, donc je vous remercie tous de votre présence. Je suis donc Amaranta Barclay-Bourgeois, je suis la directrice de l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble, autrement connue sous le nom de JAD, qui a pour vocation de porter la voix de ces jeunes aidants en toutes circonstances, auprès des pouvoirs publics, mais également auprès du grand public, pour faire connaître le sujet qui, pendant très longtemps, a été tabou. Notre association nationale a été créée en 2016 à la suite de 3 années d'ateliers cinéma-répit JAD, qui ont été conçus par une psychologue clinicienne qui dirigeait un réseau de santé, qui s'appelle Françoise Elien, qui est aujourd'hui la présidente de l'association, et qui, au cours de ses visites à domicile, elle ou son équipe, s'est aperçue qu'il y avait des enfants et des adolescents qui apportaient tous les jours une aide concrète, régulière, à un proche parent malade ou en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Et à l'époque, donc là, je vous parle de ça il y a 10 ans, donc 2014, elle s'est très vite intéressée à ce qui pouvait être publié en termes de recherche, en termes d'études sur le sujet. Et en France, il n'y avait absolument rien, alors que dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, il y avait déjà pléthore d'études étayées sur les difficultés que ces jeunes pouvaient rencontrer. Du coup, 2016, on décide ensemble de cofonder l'association nationale avec l'idée, l'objectif d'essaimer notre dispositif pilote, qui est un dispositif d'accompagnement et de répit pour les jeunes aidants, et d'essaimer donc ce dispositif à travers toute la France. Alors, quand on parle de jeunes aidants, de qui parle-t-on ? En réalité, on parle d'enfants de moins de 18 ans. D'autres définitions disent moins de 25, mais on aura, nous, choisi d'abord de s'occuper des enfants mineurs, des jeunes mineurs, donc moins de 18 ans, et de considérer que la tranche 18-25 ans, c'est plutôt des jeunes adultes aidants. Et cette distinction, elle se fait notamment par rapport à une question de droit, parce que les adultes sont éligibles, qu'ils soient jeunes adultes ou adultes moins jeunes, sont éligibles à un certain nombre de droits, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui pour les enfants. Parfois à juste titre d'ailleurs, il n'est pas question d'indemniser des enfants pour l'aide qu'ils peuvent apporter au sein de leur famille, il est question de les écouter, de les entendre et de les accompagner. Ce qu'on sait, parce que très rapidement, quand on a créé l'association nationale, on a cherché à s'appuyer sur un partenariat universitaire pour justement développer des projets de recherche. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'Université de Paris, Paris-Cité, notamment le laboratoire de psychopathologie et processus de santé qui travaille sous la houlette du professeur Aurélien Tasse. Ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est extrêmement important et précieux, c'est que 14% des lycéens sont des jeunes aidants et 16% des étudiants sont des jeunes aidants. Donc, on voit bien qu'on ne parle pas de minorité, on parle de chiffres conséquents. Et comment est-ce qu'on peut accompagner, aider ces jeunes tout en respectant la place de chacun, parce que quand la maladie, le handicap, la perte d'autonomie frappe une famille, c'est toute la famille qui est frappée et c'est toute la famille qui doit s'adapter. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce quotidien-là soit facilité pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ? Si on regarde les choses un petit peu chronologiquement dans le parcours que rencontrent les familles, Amaranta, quand il y a la maladie ou le handicap arrive dans la famille, alors ça peut être de manière plus ou moins progressive ou plus ou moins brutale en fonction des situations,
la première question que l'on peut se poser, c'est comment on peut aborder ce sujet, la maladie, le handicap, avec ses enfants. Et notamment, une question qu'on nous a posée, faut-il parfois ne pas l'aborder? Vaste question. Je crois qu'on peut distinguer deux situations et peut-être que c'est assez important de le faire. Par rapport aux enfants, il n'y a pas forcément une annonce. C'est-à-dire que l'enfant peut être le puits-né. Il y a peut-être déjà un enfant ou un parent en situation de handicap ou de perte d'autonomie au sein de la famille, et l'enfant arrive après et va grandir avec une notion de bah, c'est normal, il a toujours connu ça. A priori, il y a d'autres situations où les enfants sont déjà là et où le parent ou l'enfant, enfin le frère, la sœur, on annonce un handicap, une maladie, une perte d'autonomie. Et là, pour le coup, il y a une rupture entre ce que l'enfant connaissait avant et après. Donc, je crois qu'il convient de distinguer ces deux situations-là parce qu'on ne les accompagnera pas forcément de la même manière. En revanche, je ne pense pas qu'il faille taire les choses et qu'au contraire, malgré toutes les difficultés, même si parfois on porte tous notre propre sentiment de culpabilité, on a envie de protéger ses enfants, on a envie de protéger sa famille. Je crois que c'est important de mettre des mots sur ce qui se passe et sur la pathologie dont le proche aidé est atteint. Et les enfants sont souvent beaucoup plus réceptifs que ce qu'on peut imaginer et en tout cas devinent beaucoup de choses avant même qu'on en parle et parfois dans un extrême qui fait qu'ils angoissent aussi beaucoup parce que les mots ne sont pas dits. Donc, je crois qu'il est important de dire les choses. Quand c'est trop difficile de les verbaliser, et ça peut arriver, ça m'est arrivé aussi, eh bien, il y a une pléthore de ressources littéraires, d'albums jeunesse sur lesquels on peut s'appuyer pour engendrer une discussion. Et que l'idée vraiment, c'est de mettre toute la cellule familiale à l'aise avec le sujet, de donner les informations appropriées à l'âge de chaque enfant. Et d'essayer de faire en sorte, je pense que c'est comme ça en fait qu'on fait en sorte de soulager l'angoisse qu'il peut y avoir par rapport à la maladie ou au handicap de son frère, de sa sœur, de son père, de sa mère. Voilà. Ok, donc plutôt ne pas taire, en tout cas, la recommandation. Ne pas taire, oui. Et s'adapter en fonction de son enfant, de son âge, de sa manière, oui. de sa sensibilité aussi peut-être. Oui. Alors, quand les enfants sont petits, généralement, ils s'adaptent assez vite et il y a beaucoup d'albums jeunesse qui permettent de faire une espèce de transfert sur des animaux, sur des personnages un peu fictifs comme ça, qui parlent de la maladie, qui parlent de la différence tout court. Il y a un album qui s'appelle Alice Souris, il y a un album qui parle d'un petit lapin qui a les oreilles qui pendent alors que tous les autres lapins ont des oreilles très très bien dressées et qui permettent aux plus petits de s'identifier en fait à des personnages fictifs comme ça et d'apprendre à accepter la différence. Il y a vraiment la question de l'âge de l'enfant est extrêmement importante. Quand on arrive au collège, on a envie de ressembler à tout le monde. Et très souvent, on tait notre situation familiale. On n'a pas envie de parler du handicap de maman ou du handicap de sa sœur. On n'a pas envie d'être différent des autres. C'est une période qui nécessite pour les parents une attention un peu plus particulière, un peu plus vigilante. Ils ne sont pas très tendres entre les collégiens. Il y a beaucoup de moqueries, de stigmatisation. On a beaucoup de jeunes aidants qui nous disent ça, hein, que c'est compliqué et du coup, ils préfèrent taire les choses. Mais ça aussi, c'est un poids à porter. Donc, si au moins dans la cellule familiale, on peut mettre les mots, on peut discuter, ça allège quand même considérablement. D'accord. Alors, Nathalie nous demande les livres que l'on peut recommander. Et donc, Amaranta, oui. Vous avez une bibliographie. Oui, je l'enverrai. Je devais vous l'envoyer hier, Marguerite, mais je n'ai pas eu le temps. Mais oui, j'ai une bibliographie et je vous la transmettrai de manière à ce que vous puissiez la transmettre à tous les participants. Il y en a un, puisqu'on parlait de polyhandicap tout à l'heure, qui s'appelle La soirée pyjama, qui est écrit par une autrice
anglaise. Je sais que mes filles ont beaucoup aimé ce livre parce qu'à un moment donné, c'est difficile aussi d'inviter les copains de classe à la maison. Parce qu'on sait que c'est compliqué, que les parents vont être débordés, que on n'a pas trop envie de montrer sa sœur polyhandicapée ou son frère polyhandicapé. Et en fait, c'est ce qui est formidable avec ce type de… Là, c'est pas un album, c'est plutôt un roman pour des plus grands. Mais ce qui est formidable avec ce type de support, c'est que ça peut vraiment complètement enclencher une conversation, un échange, et que chacun puisse dire, voilà, c'est gênant, c'est pas gênant, mais tu peux quand même t'autoriser ça. Et si tu veux, voilà, je vais m'organiser comme ça. Voilà, donc oui, c'est très, très important. Donc, ça permet finalement de pouvoir donner des repères sur qu'est-ce que ça veut dire la maladie, le handicap, en fonction de la personne qui est concernée, qu'est-ce que ça veut dire pour communiquer par rapport à ses propres ressentis vis-à-vis de ça, pour peut-être inciter à ce qu'ils puissent exprimer leurs besoins derrière. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, je crois que ça permet aux jeunes de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Quand les jeunes arrivent dans nos ateliers artistiques répit à Jade, ils ont très, très souvent l'impression qu'ils vivent, eux, seuls, ce genre de situation. Et très rapidement, dès le premier jour, en fait, ils se retrouvent, ils sont une douzaine, voilà, ils se retrouvent et puis ils se rencontrent pour voilà, pas la première fois, parce qu'il y a une petite réunion en amont, mais en tout cas pour les premières fois. Et là, ils vont dire très rapidement « Ah, mais je ne pensais pas, mais en fait, Martin, il vit exactement la même chose que moi, sauf que lui, ce n'est pas sa mère qui est malade, c'est son frère. Moi, je pensais que j'étais seule dans cette situation. » En fait, il y a ce sentiment d'isolement qui est extrêmement lourd pour ces jeunes. Et le fait de pouvoir faire communauté avec d'autres jeunes qui vivent des situations similaires, tout de suite, ça pose les choses et ça rassure. Ouais. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet qui a également fait l'objet de plusieurs questions, commentaires. C'est la place dans la famille, le rôle de ces jeunes aidants. Et l'un des premiers sujets qui remontent des parents, des mamans, c'est en fait comment accorder le temps nécessaire à chaque enfant et gérer du coup une certaine difficulté ou même culpabilité, on peut le dire, hein, de ne pas pouvoir être autant présent pour tout le monde comme on le voudrait. Comme je comprends cette question, j'y fais face très, très souvent. Alors, je n'ai pas de réponse dans l'absolu, je n'ai pas de conseils à donner. Voilà, je reste extrêmement humble par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que la place que prend le handicap de l'enfant dans une cellule familiale est extrêmement importante, au détriment du reste, voilà, que ce soit au détriment du travail, que ce soit au détriment du couple, que ce soit au détriment des autres enfants. De mon expérience et de ce que j'entends parmi les jeunes aidants qu'on accueille et leurs familles, il vaut mieux 5 minutes bien concentrées d'échange avec un enfant plutôt qu'une demi-heure où on est complètement distrait parce qu'en tête, on sait qu'il faut remplir le dossier MDPH, ou on sait qu'il faut organiser les soins à domicile la semaine suivante, etc. Enfin, voilà. Et donc, finalement, c'est pas tellement… Je ne me permettrai pas de donner un conseil. Je ne me sens pas légitime de le faire, mais ce qui me semble, moi, important, c'est de privilégier la qualité d'un échange très court sur une durée d'un échange où on n'est pas du tout concentré. Et je crois que les enfants grandissent, évidemment, la fratrie grandit plus vite, elle est plus mûre rapidement, elle a des périodes fluctuantes aussi, où on a le droit d'être agacé par sa situation familiale, on a le droit même de péter un plomb complètement, hein, on a le droit de trouver ça trop lourd, tant que… on sent que les parents ou le parent est disponible quand même, et est capable encore de trouver 5, 10, 15 minutes ou un moment précis, c'est important. Et si on a la possibilité de le faire, de vraiment pouvoir trouver ce temps-là peut-être un peu plus long avec des activités très spécifiques qui font plaisir en fait à l'enfant qui en est demandeur, et dans lequel l'enfant en situation de handicap ou le parent en situation de handicap n'est pas présent, n'a pas sa place, voilà. D'essayer de concilier les choses, c'est tout ce qu'on peut faire en fait. Voilà. Oui, et c'est assez parlant aussi
quand on parle de la charge parentale des parents, effectivement, Oui. Quantité, qualité, c'est assez parlant. Et ce que vous avez dit sur les enfants ont le droit d'en avoir marre. Oui. Et ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs mamans avec qui j'échange et dont une qui dernièrement me disait en fait, j'encourage mes enfants à me dire j'en ai marre. Mais oui, mais complètement, complètement. C'est-à-dire leur laisser la liberté de le dire. Voilà. Ça, je pense que c'est important. C'est fluctuant. Il y a des moments où ils vont en avoir marre, il y a d'autres moments où non. Rien n'est linéaire en fait dans ces parcours-là de vie. Mais leur autoriser aussi, et notamment sur la période du collège dont je parlais tout à l'heure, qui est quand même très difficile. Encore une fois, à 11, 12, 13 ans, on a envie de rentrer dans le moule, on a envie de ressembler à tous ses copains, on n'a pas envie de se sentir différent. Mais leur autoriser à dire que ils sont pas bien parce que ils n'ont pas envie de se sentir différents, et donc leur autoriser à ne pas parler aussi de leur situation, peut-être même à rejeter à un moment donné leur frère ou leur sœur, sans le prendre comme un échec parental. En termes d'éducation, j'entends. Voilà, peut-être que si on arrive à faire ça, même si ça fait mal, très clairement, ça peut faire très très mal, mais si on arrive à faire ça, on leur fait un beau cadeau quand même, parce que ça les décharge d'une certaine forme de culpabilité, et puis accepter l'ambivalence des sentiments des enfants, c'est, je crois, structurant pour eux aussi. On entend souvent que les jeunes aidants sont des jeunes qui sont plus rapidement matures, plus en empathie, voilà, parce qu'ils portent des choses dans une vision peut-être plus fine de la vie à leur âge. Et du coup, à quoi il faut être vigilant vis-à-vis de ces enfants, comment on peut vraiment les accompagner, peut-être de décoder certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais qu'ils ne vont pas forcément montrer. Dire, oui. Ouais. Je crois que voilà, on peut s'appuyer sur un certain nombre de travaux de recherche aujourd'hui. Ouais. On connaît les 3 risques principaux d'une situation d'aidance auprès d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un grand-parent. On sait qu'il y a un risque sur la santé psychique. Voilà, l'angoisse, les troubles du sommeil, les troubles de comportement alimentaire, santé psychique, mais aussi santé physique, notamment lorsque ce sont des enfants ou des jeunes qui aident à la mobilité de leurs proches. Vous imaginez bien, alors là on parle plutôt de fratrie, mais les jeunes aidants peuvent aussi aider des parents. Si on aide un papa à se déplacer, à prendre sa douche, etc., voilà, comme tous les aidants, il y a les conséquences sur le squelette musculaire. On peut avoir mal au dos, mal au bras, etc. Il y a eu un très beau reportage sur Arte, je fais une petite discrétion, il y a peu de temps, Léonora, qui est jeune aidante de sa sœur polyhandicapée, dit elle a des problèmes de tendinite fréquemment dont elle n'arrive pas à se débarrasser parce qu'il y a toute cette charge de porter une enfant qui n'a pas de motricité comme nous, en fait. Voilà. Donc, il y a les risques sur la santé, il y a les risques sur la scolarité. On a parfois des jeunes qui arrivent régulièrement en retard ou qui sont souvent absents. Ce serait quand même intéressant un jour que les pouvoirs publics se posent la question de pourquoi il y a autant d'enfants et de jeunes qui sont dans des salles d'attente de consultation à Gustave Roussy ou dans un autre centre qui traite le cancer, parce que très souvent, ce sont les enfants, les jeunes qui accompagnent leurs parents, leur maman, souvent d'ailleurs, au cours du traitement de chimiothérapie. Donc, là aussi, voilà, il y a ce côté impact sur la scolarité. Après, ce n'est pas une généralité non plus. Il y a des jeunes aidants qui, par peur de faire peser une charge supplémentaire à la famille, vont être extrêmement investis à l'école, vont très très bien travailler, vont toujours être les premiers de la classe, ils se mettent une pression de fou pour ça, mais parce que comme ça, ça rassure le reste de la famille. Donc vous voyez, il y a toujours des nuances à apporter. Il n'y a pas,
n'y a rien d'universel là-dedans. Voilà. Et puis, il y a des risques sur la vie sociale. Tout simplement, comme dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, La soirée pyjama, où on évite de faire venir les camarades de classe à la maison, les copains, les copines à la maison, où finalement, on sait qu'on a un rôle à jouer à la maison, donc on ne veut pas faire du sport, on ne veut pas faire de la danse. J'ai récemment eu un jeune qui racontait qu'il préférait rentrer à la maison le midi plutôt que de manger à la cantine, parce que comme ça lui permettait d'être sûr que l'aide-soignante était passée pour s'occuper de sa maman. Et du coup, c'est aussi se priver d'une forme de vie sociale. Voilà. Et ce sont ces 3 risques-là les plus importants. Et d'un autre côté, vous l'avez très bien dit, Marguerite, face à ces risques, il y a aussi toutes les compétences que ces jeunes peuvent acquérir, que leurs pères du même âge n'ont pas forcément au même âge. Une maturité, une empathie. C'est très important. L'empathie, aujourd'hui, c'est une des compétences les plus recherchées dans le monde professionnel. Mais en réalité, on a des jeunes qui sont extrêmement empathiques, qui sont capables d'écouter, qui sont capables de soutenir. Il y a aussi toutes les compétences techniques qu'ils acquièrent, savoir utiliser un lève-personne, s'assurer que la personne a pris ses médicaments, etc. Gérer une crise d'épilepsie, savoir quand appeler des secours si le parent n'est pas là, n'est pas encore rentré du travail, par exemple. Enfin, tout ce genre de choses. Mais c'est surtout sur les compétences psychosociales, je pense qu'il faut leur reconnaître ça. Et justement, il y a des parents qui nous disent, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas les priver trop tôt de leur insouciance, comment leur permettre de ne pas grandir trop vite? Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus finalement, ou c'est un fait, c'est comme ça? Alors peut-être qu'il faut qu'on change de regard. Est-ce que le fait qu'ils grandissent plus vite que les autres est toujours un problème? Je ne crois pas. Quand on écoute les jeunes adultes aidants, il y en a beaucoup qui disent oui, il y a eu un moment où je me suis sentie différent des autres et du coup ça m'a peiné, ça m'a chagriné, mais j'ai aussi eu par moments un peu un sentiment de supériorité sur les autres. J'avais appris des choses avant eux et j'étais capable de les mettre en pratique. Voilà. Ça, c'est important aussi d'entendre ce qu'ils disent avec du recul. Hein, je rappelle que l'ADN de notre association, c'est de porter la voix de ces jeunes, donc c'est de ne pas se substituer à leurs paroles. Moi, j'aime beaucoup échanger avec ces jeunes adultes qui ont traversé ces situations-là et d'entendre leur retour. Et finalement, je trouve que lorsque ces jeunes ont été accompagnés, entendus, écoutés, soutenus, que ce soit au sein de la cellule familiale ou en dehors avec, par exemple, les ateliers artistiques Répit Jade ou d'autres dispositifs encore. Hein, mais si ils ont été accompagnés pendant cette période qui était difficile pour eux, ensuite, ça fait des adultes absolument incroyables, extrêmement investis. Il y a une étude qui a été commanditée par la Défenseure des droits et l'INJEP, qui a été écrite par Céline Loriention, que je pourrais aussi vous mettre dans la bibliographie tout à l'heure, qui suit une vingtaine de jeunes aidantes sur du long terme. Et en fait, là où il y a peut-être un biais dans cette étude, c'est que c'est beaucoup de jeunes qui viennent de nos ateliers, mais ce qu'elles disent, ce que disent ces jeunes aidantes, c'est qu'elles sont très investies dans des associations, dans des collectivités en tant que membre du conseil municipal des jeunes, en tant que sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers bénévoles. Elles sont très tournées vers les autres, très en empathie. Ouais. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'elles ont su positiver cette expérience. Tout n'est pas voué à l'échec. Et puis aussi, ce qui peut être plus contestable, mais qui répond quand même à quelque chose, il y a beaucoup de ces jeunes qui se tournent vers des métiers du soin, du care, et qui ont envie, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir appris quelque chose qui ne leur a pas été enseigné au collège, au lycée ou à l'université, et qui ont envie de se tourner vers l'aide à la personne. Après, il faut que ce soit un vrai choix et pas quelque chose qu'on se dit c'est la seule chose que je sais faire. Mais si c'est un vrai choix, c'est plutôt chouette aussi. Oui. Puis care au sens large du terme, j'imagine. Très large. Oui. Au-delà de l'aide à la personne, il y a énormément de métiers qui sont dans la relation, dans l'accompagnement. Oui. Tout à fait. Et c'est vrai, j'avais une maman qui me disait, je suis assez vigilante sur le choix des frères et sœurs de mon enfant qui était en situation de handicap, pour que ce soit son vrai choix à lui et pas qu'il se sente investi d'une mission. Oui. Voilà.
Il y a un très beau message là dans le chat de Nathalie qui dit on découvre des forces qu'on n'imagine pas, une grande empathie, une très grande tolérance. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis tellement d'accord avec ça que j'irai même plus loin. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si c'est ça qu'on acquiert en tant qu'aidant ou en tant que jeune aidant, pourquoi se limiter au care? Ça peut aussi être extrêmement intéressant d'avoir aujourd'hui des managers qui aient cette expérience-là. L'empathie, la tolérance, c'est quand même, je pense, quelque chose de fondateur dans notre société. Et donc, c'est en ce sens que Christelle, plutôt de l'autre côté dans les avis, nous dit, je mettrai de la nuance sur le regard porté sur ces personnes de 20 à 40 ans qui sont plutôt très peu accompagnées. Oui. Et que parfois, donc avec des constats parfois alarmants, s'engager dans les métiers du care n'est pas toujours un signe d'émancipation. C'est ce que je disais, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est pas toujours un signe d'émancipation, c'est uniquement quand c'est choisi et pas quand c'est une solution de repli parce qu'on pense que c'est la seule chose qu'on sait faire, bien évidemment. Il y a eu tout un débat récemment sur la validation des acquis par l'expérience au niveau du gouvernement en France. Que je trouvais très réducteur, c'est-à-dire se dire que l'aidant ne se limiterait qu'à ce secteur-là et que les compétences acquises ne se limiteraient qu'à ce secteur-là. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pas du tout signe d'émancipation, pas du tout. En revanche, se dire que c'est des jeunes qui apprennent à s'organiser très tôt, à prévoir, à planifier, à anticiper les choses, à gérer des situations de stress, à gérer l'urgence. Là, clairement, c'est des choses qui peuvent être complètement adaptées à d'autres secteurs d'activité que les danses. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut actionner pour accompagner ces jeunes? Je crois que ça se situe vraiment à plusieurs niveaux. Ce qu'on essaye de faire au niveau de l'association nationale JAD, c'est leur offrir du temps, un temps de répit, un lieu d'expression où ils peuvent parler de tout ça, parce que parfois c'est trop difficile de parler de tout ça en famille. Peut-être aussi que ce qui est important, c'est de sensibiliser tous les professionnels de l'écosystème autour de ces jeunes aidants, que ce soit les professionnels de l'éducation nationale, les professionnels de santé, les professionnels du médico-social lorsqu'il y a un frère ou une sœur ou un parent qui est en établissement médico-social, de manière à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui aient une attention vigilante sur ces jeunes, pas uniquement le parent, pas uniquement le médecin de famille, ce serait pas mal aussi. Donc je crois qu'il faut qu'on lève le tabou, qu'on lève le voile sur ces situations pour que tout le monde soit bien vigilant. Et il est important que le jeune sache que, oui, bien sûr, je vois les messages défiler en même temps. Un regard bienveillant sur la différence, c'est la base de tout, on est bien d'accord. Je crois que justement, c'est ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est acculturer tout le monde sur les difficultés, mais aussi les satisfactions que ces jeunes peuvent rencontrer et comment est-ce qu'on fait pour ceux qui sont vraiment en difficulté pour éviter ce qui est à mon sens le plus grave, c'est-à-dire le décrochage scolaire très tôt. On a parfois des jeunes qui arrivent à nos ateliers à 14 ans, ils ont déjà décroché. Qu'est-ce qu'on fait quand on décroche à 14 ans, qu'on est dans une maman qui finalement décédera dans les années à venir, quand on n'a pas d'études, quand on a tout donné pour être là pour son proche. C'est ça, c'est des vraies situations qui questionnent en fait comment est-ce qu'on peut aider à ce niveau-là. Voilà. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on milite beaucoup auprès des pouvoirs publics et notamment dans la prochaine stratégie Agir avec les aidants. Parce que ce qui nous semble important, c'est non plus de sectoriser les choses. Il y a les jeunes aidants, il y a les aidants d'enfants en situation de handicap, il y a les aidants de personnes âgées. C'est quand même une chronologie, c'est être aidant à travers tous les âges et comment est-ce qu'on fait pour accompagner à travers tous les âges. Voilà. Merci. Et justement, et j'ai repris, c'était un commentaire de Jean-François, je crois, sur quand on évoquait sensibiliser l'écosystème. Donc Jean-François parlait de, en fait, comment on prépare bien à l'école. Et derrière ces suggestions, c'est comment on fait pour que ces livres soient présents à l'école, pour qu'en fait, il n'y ait pas que les enfants concernés de la fratrie ou les parents, mais aussi les professeurs, les professionnels autour, peut-être les camarades de classe.
Et je ne sais pas si vous avez des recommandations sur comment peut-être bien gérer les rentrées scolaires ou que sais-je pour justement aider à cette sensibilisation, à cette préparation. C'est vrai que la rentrée scolaire, chaque année, c'est un moment très, très attendu par les familles, notamment pour avoir l'emploi du temps, surtout quand le jeune est au lycée, avec des emplois du temps qui sont très variables. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui vont organiser en fait l'aide à domicile en fonction de l'emploi du temps du jeune, du lycéen, quand il sera là, ou de l'étudiant d'ailleurs, quand il sera là. Et ben du coup, voilà, on fait venir l'aide à domicile à d'autres moments parce que comme ça, il y a une espèce de complétude entre le relais familial et le relais des professionnels. C'est toujours une période très compliquée d'ailleurs pour les jeunes lycéens ou les jeunes étudiants aidants. Ils sont toujours très en attente d'avoir leur emploi du temps le plus tôt possible. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons toujours avec l'Université Paris-Cité développé un module de sensibilisation pour les professionnels de l'éducation nationale que nous avons mis en œuvre à titre expérimental entre 2020 et 2022, que ce qui est vraiment dans l'analyse dans l'évaluation de ce projet-là, de cette action-là, ce qui apparaît le plus frappant, c'est que les infirmières scolaires, elles connaissent ces situations. Elles savent dire, voilà, la maman de Martin est malade, le père de Blandine est en situation de handicap, il a une sclérose en plaques, mais elles ne connaissaient pas forcément le terme jeune aidant. Et du coup, en fait, toutes les études qui apparaissent avec le nom jeune aidant leur échappent parce qu'elles n'avaient pas conscientisé vraiment ce terme. Voilà. Donc, on est toujours là dans une phase d'acculturation des mots, des connaissances. C'est important aussi de remarquer ou de faire remarquer que dans la dernière étude de l'adresse, enfin, on parle des jeunes aidants, enfin, on les dénombre. Alors, je crois que c'est pas forcément exhaustif parce que là, on parle juste d'enfants et de jeunes mineurs qui aident un parent en situation de handicap. Enfin, on les dénombre à 523 000. Hein, l'adresse organisme officiel, 523 000 en France, juste par rapport à un parent en situation de handicap. Donc, vous imaginez le nombre par rapport à des situations de maladie ou de perte d'autonomie qui ne seraient pas classifiées dans le handicap. Donc, on ne parle pas d'un petit phénomène, on parle de quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Donc, continuer à en parler, éveiller les consciences là-dessus. Il y a eu un très beau film, malheureusement, qui a l'air d'avoir fait un flop au cinéma, mais qui s'appelle Normal, avec Benoît Poelvoorde, mais qui parle justement, qui essaye de montrer et relever cette situation-là. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de gêne autour de ces sujets. Et parfois, c'est dû à une forme de culpabilité. C'est pas facile pour un parent de se dire que son enfant est aidant de son autre enfant, par exemple. C'est pas facile de l'admettre. C'est pas facile déjà de se conscientiser soi-même en tant qu'aidant. On est avant tout parent. On a l'impression que si on dit je suis aidant, on perd quelque chose de notre identité de parent. Donc c'est pas évident. Et puis en même temps, ça vend pas du rêve parce que partout on entend oui, c'est dur pour les aidants. Et c'est vrai, hein, mais on a une image toujours très, très soit négative, soit misérabiliste. Et donc, personne n'a vraiment envie de s'identifier à ce terme-là. C'est ça qui est compliqué. Oui, et effectivement, par répercussion, pas envie d'identifier son propre enfant. C'est ça. Alors ça, c'est extrêmement culpabilisant. Moi, j'ai mis des années et des années avant de me dire, mais en fait, oui, mes filles sont des jeunes aidantes. J'ai l'habitude de dire, et c'est vraiment tellement ça pour le polyhandicap, quand il frappe une famille, il frappe tous les membres de la famille. Parce qu'il y a zéro autonomie. Donc, il faut pouvoir tout faire pour l'autre. Et pouvoir tout faire pour l'autre ne peut pas reposer sur juste les épaules d'une personne. Voilà. Et donc, derrière ce tabou, en tout cas, si je repense par exemple à la question de la rentrée scolaire, oui, malgré les difficultés, voilà, malgré le poids que ça peut susciter, etc., en recommandation, de pouvoir en parler, peut-être pour donner quelques repères aux camarades. Peut-être, oui, c'est ça. Il faut en parler. Je pense qu'il faut rassurer les jeunes en leur disant très clairement, il y a bien une personne autour de toi à qui tu peux parler de ta situation. Il y a forcément une personne. Que ce soit un enseignant avec qui tu accroches bien, que ce soit l'assistante sociale de ton lycée, que ce soit un copain,
même un copain, juste un copain. Mais il faut que tu puisses parler de ta situation avec quelqu'un ou avec un psychologue, évidemment. C'est parfois extrêmement important aussi d'ouvrir cette porte-là. Ouais. Ouais, et peut-être pour les professeurs ou maîtresses ou que sais-je, pouvoir éventuellement expliquer les impacts que ça peut avoir pour ces enfants-là. Quand vous évoquiez, Oui. bah oui, si parfois un jeune aidant doit accompagner sa maman ou à des rendez-vous médicaux, bah en fait, il est absent, mais c'est pas parce qu'il est en train de jouer aux jeux vidéo, par exemple. Exactement, exactement. Si vous saviez le nombre de jeunes qui me disent j'ai été puni parce que je me suis endormie en classe, mais en fait, c'est pas parce qu'ils jouaient aux jeux vidéo toute la nuit, hein. C'est parce que c'était le lendemain de la soirée l'après-midi de chimiothérapie de sa maman et qu'elle était malade et que il a passé la nuit à amener la bassine, vider la bassine, amener la bassine, vider la bassine. Enfin, je veux dire, ça, c'est des réalités. Ça fait partie dans notre module de sensibilisation de ce qu'on explique à ces professionnels de l'éducation nationale. Maintenant, il faudrait que ça puisse être élargi. Il faudrait vraiment que l'éducation nationale en France se saisisse du sujet et pas uniquement le ministère de la Santé qui nous a confié cette mission en 2020. Ouais, mais effectivement, ça peut éviter une double peine, en fait, pour ces enfants. Oui, oui, oui. Voilà, est-ce que, on a déjà dit que c'était différent en fonction des âges, mais est-ce que vous avez des recommandations sur des moments plus délicats? On a parlé de l'entrée du collège, mais est-ce qu'il y a quelques repères à se donner au-delà de ce qu'on s'est déjà dit? Alors, il y a plein de choses. Il va y avoir la situation du proche aidé qui va aussi conditionner les choses en fonction de… il y a quand même des situations qui sont très spécifiques. Par exemple, quand le proche aidé est en soins palliatifs ou en fin de vie, je crois qu'il faut évidemment avoir une attention encore plus vigilante sur les enfants à ce moment-là. Accompagner quelqu'un en fin de vie, ça reste très, très compliqué, évidemment. Il y a l'accompagnement après aussi. Il y a une association qui s'appelle l'Empreinte qui fait un travail formidable justement avec les jeunes orphelins. Qu'est-ce qui me semble le plus important de ce que les jeunes me disent aujourd'hui, c'est la possibilité de faire communauté, c'est de rencontrer d'autres jeunes qui vivent la même chose. Donc, dès que ça, c'est possible, il faut pouvoir l'organiser. Évidemment, Jade est là pour ça. Voilà, on a aujourd'hui des ateliers, des séjours d'ateliers en Essonne chaque année depuis 10 ans. Il y a 16 départements en France qui proposent des ateliers de labellisés Jade. C'est sûr, ça, c'est une réponse. Et on voit bien d'ailleurs ce que les jeunes nous disent après coup et ce que les familles nous disent aussi, parce que très souvent les familles nous disent, il y a une réunion de bilan à l'issue de ces ateliers, et très souvent ce que les familles disent, c'est ça a permis de refaire circuler une parole au sein de la famille, une parole qui ne circulait plus. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que voilà, là, ça veut dire que concrètement, ça a apporté quelque chose à toute la famille. C'est vraiment ça le but. Après, pour peut-être en fonction de l'âge, les jeunes adultes aidants, nous allons lancer le 21 septembre prochain un blog Link Aidant, voilà, qui va permettre aux jeunes adultes aidants d'échanger entre eux, modéré par une psychologue de l'université, enfin du projet GED, en tout cas de l'université Paris-Cité, avec l'idée que les jeunes adultes aidants ont aussi plus la facilité d'aller sur Internet, plus la facilité d'aller rechercher des informations. Souvent, ils cherchent des informations par rapport à la pathologie de leurs proches. Et donc, de mettre en partage ces expériences-là, les liens ressources, ça nous a semblé aussi très, très important. Et puis, pour les plus jeunes, c'est évidemment… de leur proposer un peu de temps pour eux, éventuellement qu'ils puissent rencontrer d'autres jeunes qui vivent la même chose. Bon, voilà, ils s'éclatent en général à ces moments-là. C'est les enfants avant tout, hein, donc quand on les voit dans nos ateliers, honnêtement, on n'a pas du tout envie de pleurer, on a surtout envie de rigoler parce qu'ils sont lâchés, ils ont l'impression de pouvoir… de ne pas être obligé de se retenir, de ne pas être obligé d'être le petit enfant sage qui sont parfois pour soulager leurs parents, mais de pouvoir y aller et de s'éclater, quoi. Merci. Et effectivement, c'est largement confirmé dans les commentaires, que ce soit dans les différents séjours qui peuvent être organisés, collectifs, communautés, on voit que ça répond à un vrai besoin. On avait une autre question qui nous avait été posée, qui est justement en lien avec le fait de passer à l'âge adulte. Quand donc ces jeunes aidants grandissent, et finalement peut-être que je vais refaire ma phrase, quand la personne qui est handicapée et ou malade est un des enfants de cette fratrie-là,
mais que les parents vont commencer à vieillir. Comment rediscuter du coup du rôle de ce jeune aidant qui devient adulte potentiellement, qui en fait a plusieurs choix de vie qui s'offrent à lui. Comment on arrive à bien gérer ces transitions-là? Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. En fait, il y a la question de la tutelle, déjà, de la tutelle ou de la curatelle de l'enfant en situation de handicap, qui est important de régler au moment où l'enfant devient majeur. C'est important pour les parents, mais c'est aussi important pour les fratries. Il faut garder ça en tête, parce que c'est à peu près à ce moment-là que les frères et sœurs se disent, bon, s'il arrive quelque chose à maman et à papa, finalement, c'est moi qui vais devoir gérer. Donc, je pense que les associés aux décisions prises, et c'est un petit peu c'est le cas avec l'habilitation familiale, par exemple, c'est important. C'est important aussi dans le cas de maladies orphelines ou de maladies génétiques de pouvoir proposer une consultation aux frères et aux sœurs pour les rassurer, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas pour leur donner ces éléments-là, parce qu'eux-mêmes sont à un âge où ils commencent à se projeter et où ils se disent, mais si moi je veux faire un enfant, est-ce qu'il y aura la même pathologie, etc. Donc, ne pas hésiter aussi à anticiper les choses et à leur proposer ce type de consultation qui, dans la plupart des cas, va beaucoup les rassurer. Voilà, je crois que la transition vers l'âge adulte n'est évidemment pas facile, mais d'un autre côté, très souvent, on voit bien, les frères et sœurs sont extrêmement investis, et plus ils grandissent, plus ils sont investis auprès de leurs frères ou de leurs sœurs en situation de handicap. Peut-être que voilà, peut-être que c'est bien aussi parfois, quand on le sent, de leur dire, mais t'es libre, vas-y, fais tes études ailleurs si tu veux, voilà, de ne pas essayer de les retenir. Et en même temps, ça dépend tellement de chaque situation familiale, ça peut être tellement différent d'une famille à l'autre. Et puis, il y a des jeunes pour qui, tout simplement, ce discours ne serait pas entendable, ils veulent être là, et ils s'organisent autour de cette dynamique familiale et de ce frère ou de cette sœur pour lequel ils ont envie d'être présents tout le temps. Voilà. En tout cas, ce que j'entends, c'est un enjeu quand même de libérer la parole suffisamment tôt, finalement, pour permettre que dans son chemin, dans la manière avec laquelle on va projeter sa vie d'adulte, on puisse faire des vrais choix. Et que ça soit partagé, construit avec le reste de la famille. Ce qui, j'imagine, n'est pas toujours simple. Hein, mais, non, bien sûr, mais après, c'est quand on discute, c'est quand on échange que les choses peuvent se simplifier un petit peu. Il y a une autre question dans le chat qui me semble super intéressante. Nathalie, elle pose la question des enfants dont le proche souffre d'un trouble psy. Alors, bien évidemment, on en a beaucoup aussi, à Jade. Et puis parfois, le proche, il souffre de plusieurs troubles, parfois des troubles physiques et psy. Donc, oui, c'est extrêmement important. Qui puisse aussi souffler un peu. C'est peut-être même une des catégories de jeunes qui en a le plus besoin, hein, parce qu'ils sont soumis à rude épreuve. Voilà, avec une espèce d'instabilité, avec la difficulté de prévoir le comportement du proche, aider. Voilà, donc le séjour de répit a tout son sens pour ces enfants-là, bien sûr. Oui, puis si ça touche aussi sur des sujets qui sont très les troubles psy, donc sur lesquels il y a beaucoup de tabous aujourd'hui dans notre société, et c'est aussi un handicap invisible. Oui. Donc les gens n'ont pas beaucoup de repères dessus. Je crois que la maladie psy aujourd'hui, c'est le parent pauvre des politiques publiques. Hein. Donc on ne va pas se mentir, ces jeunes-là, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de répit, hein, c'est très clair. Merci Amaranta pour tout ce que vous faites déjà, pour cette intervention qui, voilà, je pense, a contribué à donner des repères pour les gens qui nous ont écoutés et les gens qui nous écouteront à l'issue de cet échange. Donc encore une fois, un grand merci à tous pour vos contributions, vos questions, et merci Amaranta.